Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau thread d'horreur. Avant de dire quoi que ce soit, j'aimerais vous dire un immense merci pour l'accueil que vous avez réservé au thread d'horreur d'il y a 2 semaines, que ça soit au niveau des commentaires, au niveau des likes ou même au niveau des abonnements. Quel bonheur de travailler sur une vidéo et de voir quel accueil vous lui réservez. Ça me réchauffe beaucoup le cœur. Alors après, c'est pas comme s'il avait besoin d'être très réchauffé en sachant les 1000 degrés qu'il fait à l'extérieur. Par conséquent, les 2000 degrés qu'il y a actuellement à l'intérieur de mon corps, c'est les enfers. D'ailleurs, en parlant d'enfer, 2 histoires d'horreur. L'une, comme d'habitude, concrète, ça sera la première. Et la seconde, avec le côté un petit peu plus paranormal que personnellement j'adore. La première histoire, elle est terrifiante. Pourquoi ? Parce qu'elle pourrait arriver à n'importe qui. Et je pense honnêtement qu'on connaît tous et toutes au moins une personne à qui ce genre d'histoire, peut-être pas ça exactement, mais ce genre d'histoire est arrivé. Et ça, on prie, on demande, on fait n'importe quoi pour que ça ne nous arrive jamais. La seconde, c'est un côté un petit peu plus paranormal au niveau des histoires. Les deux, c'est moi qui les ai écrites. Si jamais vous voulez, comme la personne qui est passée dans le thread d'horreur d'il y a 2 semaines, me partager vos témoignages et vos histoires, c'est à faire à l'adresse mail juste ici, whatsupwitches@gmail.com. Également, je vous invite à vous abonner et si la fin de la vidéo, tout ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas également à la liker et à commenter. Et sur ce, je vous laisse avec la suite. Je m'appelle Céline et j'aimerais te partager une histoire que j'ai vécue lors de mes années d'études. J'ai modifié les prénoms par souci d'anonymat. J'étais en 2e année de licence à Bordeaux et je vivais dans une résidence. Malgré le fait que ça faisait déjà 1 année que j'étais là-bas, j'avais du mal à me faire des amis. Mais cette année, j'étais résolue à changer ça. Et c'est là qu'est arrivée Selena. On s'est rencontrés en cours d'amphi et parmi toutes les places, elle a décidé de s'asseoir à côté de moi. On a fait connaissance et j'étais contente de voir que j'intéressais quelqu'un. J'ai découvert qu'elle était drôle, un peu cassante et jugeante, mais c'était ma première amie et personne n'est parfait. Rapidement, on est devenus inséparables et elle venait même me chercher à la fin des cours. On est devenus très fusionnels très vite. À ma grande surprise, par contre, il m'arrivait de recevoir des messages d'elle en cours où elle me demandait pourquoi est-ce que j'étais assise à côté de telle ou telle personne. Dès que je lui parlais de quelqu'un de ma classe avec qui je m'entendais bien, elle me disait « Oh, elle est relou celle-là et en plus elle parle dans ton dos » ou « Franchement, je comprends pas pourquoi est-ce que tu traînes avec elle, je suis là moi ». J'ai fini par avoir l'impression de lui être infidèle lorsque je parlais aux autres gens de ma classe. Je me sentais épiée de loin, comme surveillée. J'avais l'impression qu'elle savait toujours avec qui j'étais et ce que je faisais. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'isoler. En fait, j'étais en recherche constante de son approbation. J'en ai changé de style vestimentaire et on sortait là où elle le décidait. Je n'arrivais même plus à lui dire non parce que je culpabilisais constamment. Elle me disait « Je donne tout pour notre amitié et c'est comme ça que tu me remercies ?» Ou encore « Si tu continues comme ça, tu finiras juste seule, ma vieille. » Un soir, j'étais allée dormir chez elle et on regardait une comédie romantique. Elle avait la tête posée sur mes genoux et elle m'a regardée d'un coup en me disant « Notre amitié, c'est à la vie à la mort, pas vrai ?» Elle avait un regard si intense que j'en ai eu des frissons. J'avais l'impression d'être à sa merci. Je me sentais mal à l'aise, pas à ma place. Le lendemain, elle me faisait la tête parce qu'elle avait rêvé que je couchais avec son ex. Lors de mon réveil, j'ai ouvert les yeux et elle était debout, au pied de mon lit, avec un regard mauvais. Elle m'a dit « J'espère que t'as bien dormi parce que dans mon rêve, tu m'as trahi. Et ça, je te l'aurais jamais pardonné. » Un jour, alors que je sortais de la douche en serviette, je suis tombée sur elle, assise sur mon lit. J'ai sursauté et elle a ri en me disant « Tu laisses ta porte entrouverte à n'importe qui. Il y a des gens qui meurent à cause de ça. » J'avais plus de vie privée. Un des centres d'intérêt qu'on avait toutes les deux, c'était le true crime. Un jour, on était chez moi et on écoutait une vidéo. À la fin, elle m'a dit une chose qui m'a glacé le sang. Je me suis toujours demandé ce que ça faisait de tuer quelqu'un. Déjà, je pense que si je devais le faire, ça serait quelqu'un que je connais, parce que je vois vraiment pas l'intérêt de tuer un inconnu. Elle avait le regard dans le vide, jusqu'à ce qu'elle éclate de rire devant mon expression choquée. Plus le temps avançait et plus ses crises de jalousie étaient intenses. Pendant les vacances, elle était rentrée chez ses parents et j'en ai profité pour décompresser. Le soir, je suis sortie au bar avec des amis. À minuit,
J'ai reçu un message de sa part. Qu'est-ce que tu fais dans ce bar ? T'es avec qui ? Ma vue s'est brouillée. Comment elle savait où j'étais ? Et s'en sont suivis une dizaine d'appels auxquels je n'ai pas répondu. J'avais la boule au ventre. Au bord de la crise d'angoisse, je suis rentrée chez moi vers 1h. J'ai reçu à nouveau un message de sa part. J'accepte que tu m'aies ignoré ce soir. Mais c'est la dernière fois. Bêtement, je me suis excusée par message et je suis allée me coucher. Le lendemain, Saul, avec qui j'avais été au bar la veille, est venu me voir pour me demander si ça allait. Je lui ai dit que j'avais quelques problèmes avec ma meilleure amie, que c'était compliqué. J'ai été étonnée lorsqu'il m'a demandé de lui rappeler son nom, puisque normalement, ils étaient dans la même promo. Mais il m'a assuré n'avoir aucune Selena dans sa classe. J'ai insisté, mais non, c'était sûr, il n'avait jamais vu cette fille pendant ses cours. Par acquis de conscience, je suis allée à l'administration où j'ai donné son nom et son prénom. Et là, accroche-toi bien, personne d'inscrit à la fac sous cette identité. Je suis tombée des nues. Pour en avoir le cœur net, j'ai décidé de mener mon enquête. Je continue à répondre à ses messages comme si de rien n'était. Saul avait décidé de m'accompagner là-dedans parce que lui aussi avait peur pour moi. Selena m'avait dit que l'été dernier, elle avait travaillé dans un petit resto, alors nous y sommes allés. Et là, re-surprise, pas de Selena. Par contre, il y avait eu une Mathilde l'été dernier. Normalement, son contrat aurait dû être renouvelé pour l'année, mais elle avait été licenciée pour cause de harcèlement envers une autre collègue. Visiblement, c'était allé très loin et la personne avait même demandé une mesure d'éloignement. J'ai partagé mon histoire au gérant qui m'a proposé de rentrer en contact avec l'ancien employé harcelé. J'ai dit oui et s'en est suivi une longue discussion téléphonique avec Lily. Celle-ci m'a raconté que leur amitié avait commencé plutôt normalement. Mais les choses avaient vite dégénéré. Mathilde la suivait dans la rue, entrait chez elle par effraction. Lily m'a confié qu'elle pensait qu'elle avait posé des caméras chez elle, parce qu'elle était toujours au courant de ce qu'elle faisait et avec qui elle était. Un jour, alors que Lily rentrait chez elle d'une soirée bien arrosée, Mathilde l'attendait dans son salon, couteau posé sur la table. Elle était dans une rage folle, parce qu'elle était sortie sans elle et n'avait répondu à aucun de ses appels. Sans demander son reste, Lily a fui pour se réfugier au bar d'en bas. Elle était terrifiée. Elle a appelé la police et lorsque celle-ci est arrivée sur place, pas de traces de Mathilde. Mais dans le salon, il y avait de l'adhésif et une corde. Le couteau avait été rangé. Sans chercher à comprendre, Lily a déposé plainte et a quitté Bordeaux par peur de représailles. À la fin de cet appel, autant dire que j'étais choquée. Je ne répondais même plus aux messages de Selena et avec Saul, on y est directement allé à la police. Mais comme je n'avais aucune preuve concrète, il ne pouvait rien faire. Je me sentais vraiment en danger. Les SMS de Selena s'accumulaient et je ne savais pas quoi répondre. Alors j'ai décidé de la jouer au bluff. Je lui ai envoyé « Mathilde, je sais tout et j'ai une mesure d'éloignement contre toi. Si tu cherches à m'approcher encore une fois, la police viendra immédiatement. » Pas de réponse de sa part, mais elle avait lu le message. Ce silence était terrifiant. Est-ce que cette menace avait suffi ? En parallèle, j'ai à moitié emménagé chez Saul. J'avais trop peur qu'elle m'attende chez moi. Je ne l'ai pas revue à la rentrée, et tant mieux, parce que je commençais à en faire des insomnies, et surtout des crises d'angoisse très intenses, tant j'avais peur de revoir Mathilde ou Selena. Je n'ai reçu qu'un dernier message anonyme sur les réseaux qui me disait « Tu peux penser que tu es seule, mais garde bien l'œil ouvert. Qui sait ce qui pourrait t'arriver ?» Damn! Toi, le seul moment où tu décides de te faire des amis, c'est le moment où tu tombes sur une personne qui globalement a soit envie d'être toi, soit envie de te buter. Ou alors envie de faire de toi son esclave, ça on ne sait pas, c'est la troisième option. Qui sait comment ça va finir ? Pas très bien ça, en tout cas c'est sûr, quand on voit comment ça a fini pour cette pauvre Lily. Selena, tu es vraiment très chelou. Ta passion c'est le true crime ? Je te fais de moins en moins confiance, Célie ou Mathilde. Bon, de toute façon, dans tous les cas, ce genre de personne, c'est clairement pas ce qu'on a envie d'avoir dans notre vie. Et ce que je trouve qu'il y a de fou, c'est qu'on connaît vraiment soit une personne, soit peut-être vous avez déjà vécu ce genre de relation, peut-être pas jusque-là, mais vous avez peut-être déjà vécu ce genre de relation où vous dites il y a quand même quelque chose qui cloche, quoi. Une amitié, c'est censé être agréable. Et là, j'ai l'impression d'être dans la prison de la vie. Franchement, en effet, protégez-vous bien et sachez que s'il y a une amitié ou dans votre tête ou dans votre cœur, ça fait
Eh ben, restez vigilants et vigilantes. Et surtout, 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 vous avez le droit de dire non. Au-delà du fait que ça soit un droit, c'est que c'est important de poser ses limites. Et s'il y a des personnes qui les écoutent pas, à la poubelle. Sans plus attendre, on va passer au témoignage qui est déjà un petit peu plus paranormal. Alors là, si jamais vous avez un ventilateur ou quoi que ce soit pour vous tenir au frais, augmentez d'une intensité parce que là, vous allez voir, comme avec cette histoire, vous allez prendre un coup de chaud, je vous le dis. C'est parti pour la suite. Je m'appelle Aïssa. J'ai 31 ans aujourd'hui, mais ce que je vais te raconter a commencé il y a presque 10 ans. J'étais étudiante tout juste installée dans mon premier appartement, dans une ville que je ne connaissais pas. À l'époque, je ne croyais pas du tout aux djinns, ni à quoi que ce soit d'invisible. Rien de ce que j'avais vécu n'était allé dans ce sens. Jusque-là. Comme c'était la première fois que je vivais seule, je me parlais souvent à moi-même pour combler le vide. Et aussi parce que l'ambiance chez moi était particulièrement lourde. En fait, j'avais tout le temps l'impression d'être épiée. Et puis un jour, alors que je me parlais, j'ai entendu une voix. Mais pas extérieure. En fait, elle était dans ma tête et elle répondait aux remarques que je me faisais. Tu vois cette petite voix intérieure que tout le monde a ? Bah là, c'était pareil, sauf que c'était comme si elle avait pris vie. Ce que je veux dire, c'est que je ne la contrôlais pas. Au début, j'étais assez surprise et je ne comprenais pas. Alors, par curiosité, j'ai demandé « Comment tu t'appelles ?» Et la voix m'a répondu « Lérac ». Et puis plus rien. J'avoue que ça m'a rassurée que cette voix parte, parce que je me demandais clairement si je n'étais pas en train de devenir folle. Et puis elle est revenue. J'étais dans mon lit, en pleine insomnie, et j'avais un examen à passer le lendemain. C'était un simple test et j'avais révisé, mais j'avais peur et le stress chez moi, ça prend le dessus. J'avais l'impression de voir des ombres du coin de l'œil et particulièrement vers la salle de bain, comme si quelqu'un était adossé sur le pas de la porte. Je n'arrêtais pas de me tourner et me retourner. Alors pour extérioriser l'angoisse, j'ai fini par dire à voix haute « J'en peux plus, j'ai juste envie de réussir mes examens. » Et là dans ma tête, une voix a répondu « Je peux t'aider si tu veux. » J'ai directement regardé dans la salle de bain et là je l'ai vue. L'ombre était un peu transparente, mais je la voyais. Elle semblait m'observer. Son attitude n'avait rien de menaçante et sa voix était apaisante. Prise d'une soudaine envie de dormir, j'ai fermé les yeux et j'ai sombré. Le lendemain, pendant l'épreuve, j'ai eu une impression bizarre. Déjà, j'étais étonnamment détendue, ce qui ne m'arrivait jamais normalement. Et le plus étrange, c'est que les questions me semblaient familières, comme un effet de déjà-vu. J'ai répondu à tout presque par automatisme, comme si j'étais guidée. Et ce coup de chance s'est souvent répété. Je ne savais pas pourquoi Lérac faisait ça, mais je me sentais moins seule et ça me faisait du bien. En plus, il était gentil. En échange de son aide, il me demandait seulement de lui parler et de lui accorder mon attention. Et plus le temps passait, plus sa silhouette devenait nette. Je voyais l'ombre d'un vieil homme très maigre, avec des traits tirés et un regard très intense. Il portait une sorte de longue toge bordeaux et on ne voyait pas ses pieds. Plus je le voyais et plus il se rapprochait de moi. Un jour, il m'a dit que je réfléchissais trop et que si je l'écoutais, ça me viderait la tête. Et il a eu raison. J'avais l'impression qu'il me protégeait et petit à petit, les choses ont commencé à basculer. D'abord, c'était des détails anodins. Mon téléphone qui coupait lors d'appels importants ou les voix de mes proches qui devenaient distordues, étouffées, comme si elles venaient de très très loin. Je commençais même à oublier le visage des gens que j'aimais et mon propre reflet me semblait parfois étrange. Comme si ça n'était pas moi. Mais Lérac me disait que c'était normal, que je grandissais. Tu vas mieux, et ça les autres ne peuvent pas le comprendre. Mais c'était pas grave, tu m'as moi. Quelques jours plus tard, j'ai parlé à Lérac d'une personne de ma classe que je n'appréciais pas beaucoup. Comme je n'avais aucun ami, il était aussi devenu mon confident. Eh bien, le lendemain, figure-toi que cette personne s'était faite renverser par une voiture sur le chemin de la fac. Bilan pour elle, pied cassé et bras dans le plâtre. J'ai commencé à avoir peur. Parce que jusque-là, Lérac m'aidait sans faire de mal à personne. Mais là, ça devenait beaucoup trop concret et surtout dangereux. La nuit, je faisais des cauchemars. J'étais devant une sorte de grande porte noire où étaient inscrits des symboles que je ne connaissais pas. L'air était glacial et je sentais quelque chose de très mauvais et très sombre s'échapper de la porte. J'avais très très peur de ce qui pouvait s'y trouver derrière. À côté de moi, il y avait un homme extrêmement grand et très maigre, habillé de noir. De la fumée épaisse et noire s'échappait de son corps.
Je ne pouvais pas voir son visage, mais je savais que c'était l'Irak, et il me faisait peur. Il m'invitait à ouvrir la porte. À chaque fois que je refusais, il se montrait de plus en plus insistant. « Tu dois l'ouvrir, il n'y a que toi qui puisses le faire. Si tu refuses, tu tomberas dans le vide. » Et je sentais le sol se dérober sous mes pieds, mon corps emporté dans une chute interminable jusqu'à ce que je me réveille, toujours en sueur et toujours en hurlant. Pour les vacances, j'étais retournée au pays visiter ma grand-mère que je n'avais pas vue depuis longtemps. Depuis que j'avais pris cette décision d'y aller, j'avais une migraine constante, comme si quelque chose voulait m'avertir de ne pas y aller. Une fois arrivée, ma grand-mère m'a trouvé une tête affreuse. Et après quelques questions, j'ai décidé de tout lui déballer, même si je sentais bien que l'Irak n'était pas d'accord. À mesure que je lui racontais ces derniers mois, je voyais les yeux de ma grand-mère s'ouvrir de plus en plus grands. Elle a fini par me dire « Ma fille, on doit aller voir l'imam du village. Ton ami est un djinn et il ne te veut rien de bon. » À cette phrase, j'ai eu envie de vomir. Je n'avais aucune envie que l'Irak parte. Je voulais le protéger, le garder avec moi. Cet instinct était presque maladif. Ma grand-mère a tenté de me rassurer. Ce n'est pas toi qui veux qu'il reste. C'est lui qui a une forte emprise sur toi. Tu dois faire une ruqya où tu t'en sortiras jamais. Et qui sait ce qui pourrait t'arriver. Finalement, nous sommes allés voir l'imam qui m'a accueilli calmement. Ma grand-mère lui a raconté mon histoire, ce à quoi il a murmuré « Nous devons agir immédiatement ». De là, la seule chose dont je me rappelle, c'est de m'agenouiller. La suite, c'est ma grand-mère qui me l'a raconté. Il paraît que je me tortillais dans tous les sens en entendant les sourates, que je parlais avec une voix d'homme, caverneuse et profonde. 3 hommes ont dû intervenir et venir me maîtriser tant je n'arrivais pas à rester en place. Ma grand-mère m'a raconté que la ruqya a duré 3 heures ininterrompues, au bout desquelles j'ai lâché un long cri, grave et puissant. Et puis plus rien. Comme si je m'étais évanouie. L'imam lui a donné une eau bénie que je devais me mettre sur le front tous les soirs pendant 1 semaine. Et elle veillait à ce que je le fasse. De mon côté, je me suis réveillée quelques heures après la séance. Je me sentais vide, seule et triste. Mais au fil des jours passants, je reconnaissais mon visage dans le miroir. C'était bien mes yeux, mon regard, mon sourire, mon corps et surtout mes mouvements. Depuis, je me suis tournée vers la religion. Dieu m'a sauvée et il continue de me protéger encore aujourd'hui. Voilà mon histoire, j'espère qu'elle t'aura plu. Bonne route. Eh bien écoute, très bonne route à toi, Aïssa. Ce moment où tu te parles à toi-même vraiment des choses qui sont uniquement destinées à toi et à personne d'autre. Et là, il y a une voix dans ta tête qui ne t'appartient pas qui fait « Ouais, comment ça, ouais? Pourquoi t'es dans ma tête? Qu'est-ce que tu vois dans ma tête? Dégage de là !» Et je vous jure, les amitiés en carton, bilan de cette vidéo, mieux vaut être seul que mal accompagné. Eh ben, écoutez, sur ce, j'espère que ce serait d'horreur vous aura plu. N'hésitez pas à me faire savoir s'il y a des thématiques qui vous intéresseraient dans les commentaires. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui en avaient laissé. Merci beaucoup. Ça me permet de me donner un petit encore Également, pour les histoires, les témoignages à l'adresse mail juste ici, whatsupwitches@gmail.com. On finit par le savoir. Encore une fois, au niveau des histoires, on s'en fiche de savoir si c'est vrai ou pas vrai. La seule raison pour laquelle on écoute ces histoires, j'allais dire c'est pour pouvoir dormir le soir, parce que moi j'écoute des threads d'horreur avant de dormir. Je fais partie de cette catégorie de personnes. Mais c'est juste pour passer un bon moment et se faire peur. Bon, là sachez que les histoires, c'est moi qui les écris. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à la liker si elle vous a plu. Vous savez à quel point j'adore interagir avec vous, donc si vous voulez laisser un petit commentaire, surtout n'hésitez pas. Bonnes vacances pour les personnes qui ont la chance d'être en vacances. Bonne semaine, bon week-end ou bonne soirée. Et sur ce, c'est une fin de tournage.